the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve un petit peu posé, un petit peu cosy. J'avoue qu'il est 11 h mais on sent qu'il fait complètement nuit, hein. Vive l'hiver qui approche. Et je me suis dit que ce serait le temps idéal là pour faire un petit peu un bilan de lecture puisqu'on arrive à la fin de l'année. Et oui, nous sommes le 12 décembre. Donc il reste plus grand chose avant de jumper en 2024. Et qu'est-ce que j'ai lu cette année? J'ai lu beaucoup de livres, mais lesquels je vais garder en mémoire pendant des années, lesquels je vais avoir envie de partager à la terre entière, et donc à vous, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vraiment de façon chill, parce que je suis pas une journaliste littéraire, alors je bois un petit peu. Et je vais poser ma petite tasse. Alors moi, l'année dernière, j'ai décidé de prendre l'application qui s'appelle Glyph. Donc c'est une application gratuite, hein, pas de partenariat ni rien, c'est certaines d'entre vous qui m'en ont parlé, je l'ai prise, il y a d'autres applications, moi j'ai pris Glyph et du coup j'en suis très contente. Et j'ai pu en fait, dès que je lis un livre, dès que je l'ai fini, je scanne le code qui est derrière et je l'ajoute à une de mes étagères. Donc j'ai pas mal d'étagères, donc les lectures 2023, donc là ça me permet de savoir tout ce que j'ai lu en 2023, le book club, les romans historiques, la littérature étrangère, les biographies. En fait c'est un peu ma pile à lire et il y en a beaucoup. Et en fait j'ai pas lu du tout ma pile à lire parce que ma pile à lire je dois en avoir au moins voilà, 155 livres presque. J'en ai pas lu autant. Donc cette année Glyph me dit que j'ai lu 68 livres. Je pense que c'est pas bon parce qu'il y en a que je n'ai pas du tout scanné. Je sais même plus lesquels ils sont. Ça veut vraiment dire qu'il y a des livres que j'ai lus mais ça m'a pas marqué du tout. Donc j'ai même pas pris le temps de les écrire sur Glyph parce que vraiment un peu comme les livres comme Colleen Hoover, tout ça, j'en ai lu pour parce que ma belle-fille est fan, donc elle m'a dit lis comme ça tu vois un peu ce que je lis. Vraiment c'est pas du tout ma tasse de thé. Moi les romances comme ça c'est pas du tout mon truc. Donc j'ai même pas écrit, vous voyez, sur Glyph parce que j'ai pas besoin de le garder en tête quoi. Donc j'en ai lu 68 mais j'ai dû en lire un peu plus de 70. Donc cette année en 2023 je suis très contente. 70 livres, ça équivaut à peu près à, allez je dirais 4-5 par mois, ce qui est quand même pas mal, donc je suis plutôt contente. Mais dans ces 70 livres, il n'y en a pas 70 qui resteront dans ma mémoire. Pas du tout. Je vous ai fait mon top 10 des livres que j'ai adorés. Donc il y aura les romans et ensuite les BD ou ce qu'on appelle les... je vais jamais retenir ce nom. Je ne retiens jamais ce nom. J'ai toujours comics dans la tête mais pas du tout. Les romans graphiques. Voilà, je retiens jamais. Moi c'est vrai que j'ai tout en BD mais... roman graphique, j'adore un roman graphique. Donc on va parler de BD et de romans. Donc je vais partager les livres qui m'ont le plus plu, pas spécialement dans un ordre de préférence, mais plus dans l'ordre où je les ai lus au fil de l'année. Donc sans plus tarder, on commence par le premier que j'ai envie de faire lire à la terre entière, La Tresse de Laetitia Colombani. Je vais pas en parler des heures parce que on a tellement parlé, enfin j'ai l'impression d'en avoir beaucoup parlé sur YouTube, peut-être pas, mais moi je trouve que si. La Tresse, vraiment une histoire merveilleuse. Il est tout petit, vous voyez, donc pour commencer la lecture, enfin pour commencer la lecture, non mais ce n'est pas des enfants, mais pour se remettre à la lecture, c'est vraiment un livre incroyable. Je l'ai adoré, je l'ai lu en janvier et ça a été... une révélation. Je vais pas vous en dire trop parce que comme il est court ce serait limite spoilé, mais en gros on suit le destin de 3 femmes dans 3 régions du monde différentes, une en Inde, une en Italie et une aux États-Unis. C'est tout ce que je peux dire. Ce livre est incroyable et nous sommes allés le voir avec Marisa au cinéma il y a 10 jours là. Le film est incroyable, il dure 2 heures alors que le livre il est tout petit, mais rempli d'émotions, on a beaucoup pleuré. Vraiment pour moi c'est à lire impérativement, alors qu'à la base je voulais pas le lire parce que comme tout le monde en parlait, moi j'aime pas quand tout le monde en parle, j'ai l'impression que ça va être un livre un peu mainstream, vous voyez, tout le monde en parle mais on en parle beaucoup, on fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. Et je comprends le bruit qui a été fait pour ce livre parce qu'il est émouvant, incroyable,
la vie de femme et voir comment en tant que femme quand même on est forte. C'est une belle ode à la féminité, à la femme et au pouvoir de la femme et à la force de la femme. Adoré, je vous le recommande. Le deuxième livre que j'ai adoré, mais alors tellement aimé que je pense que je le relirai en 2024, c'est Loin de Alexis Michalak. Donc moi je l'ai lu sur, je l'ai acheté sur ma liseuse, donc je l'ai pas avec moi, mais ce livre qui nous a été recommandé chaleureusement par Anne, notre agente, et son conjoint qui était notre monteur de podcast, Stéphane. Les deux l'ont lu et ils ont adoré, et donc du coup ils nous l'ont partagé. Ce livre, c'est une pépite. Je pense que je l'ai tellement aimé que comme je l'ai pris sur ma liseuse me suivait partout dans la maison. J'allais aux toilettes, j'allais lire aux toilettes. J'étais en train de manger, je lisais. Je ne pouvais pas me détacher de ce livre. C'est un livre finalement de voyage. C'est un livre historique aussi quelque part. Donc en gros, c'est l'histoire d'un papa qui a quitté sa famille du jour au lendemain sans donner de nouvelles, sans donner de traces, enfin rien quoi, il est parti. Et le fils avec sa sœur et leur meilleur ami vont essayer de partir à la recherche de ce père qui les a abandonnés en voyageant dans plusieurs pays. Et en fait le livre c'est du présent, donc on va les voir dans plusieurs pays, essayer de voir où est leur père, tout en passant à chaque fois dans le passé. Et ça, s'il y a bien un genre que j'aime énormément dans la littérature, c'est le présent et des allers-retours en arrière dans le passé. Un peu comme Le goût de cannelle et d'espoir par exemple dont on a parlé, ou comme Marisa par exemple les 7 sœurs. Ça c'est un truc que j'aime énormément dans la lecture, vraiment. On est là, mais ensuite pour retrouver la trace du père, eh ben, il faut retourner des années en arrière pour essayer de comprendre en fait son histoire. Donc on remonte à la Deuxième Guerre mondiale, etc. Enfin, une pépite, vraiment, je ne sais pas comment on ne peut pas l'aimer. Je sais qu'il y en a plein qui nous ont dit j'aime pas justement ces retours en arrière. Moi c'est ce qui m'a fasciné. Je le lis très vite parce que c'est ce qu'on dit un page turner quoi. J'avais pas envie de m'arrêter. Le troisième livre que j'ai adoré, c'est toujours grâce à Anne, puisque c'est Anne qui nous l'a offert, qui nous a fait un petit colis avec des livres. Et elle nous a envoyé un livre qu'elle aime énormément et que j'ai adoré. Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard. Ce livre, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Il est quand même plutôt conséquent. Il y a combien de pages? 540 pages. Je l'ai dévoré, je l'ai lu je pense en même pas une semaine. Alors vraiment, un livre, tout ce que j'aime en fait. Vraiment c'est la littérature comme je l'aime, où on suit la vie d'une femme, d'une famille sur plusieurs décennies. Typiquement c'est le genre de choses que j'aime bien, parce que moi par exemple je n'aime pas les romances, vraiment c'est un genre que je déteste, parce que dans les romances c'est toujours plus ou moins le même scénario, une femme qui va pas très bien ou un homme qui va pas très bien ou veuf, un truc comme ça, ils vont se rencontrer, ils tombent amoureux et le livre se termine. Alors que l'amour ce n'est pas que ça, c'est pas juste la rencontre, il y a des papillons dans le ventre et c'est merveilleux et voilà, le livre se termine là et on nous laisse là. Pour moi c'est pas ça, et moi je trouve que la littérature, j'aime la littérature qui retrace un peu ce qu'est un quotidien, ce qu'est une vraie vie, une petite partie un peu sociologique que j'aime beaucoup dans les romans. Et celui-là c'est vraiment ça, c'est finalement l'histoire d'amour aussi de Eleanor qui rencontre son futur mari. C'est le grand amour, ils ont des enfants, ils ont un quotidien, ils ont des épreuves de vie et on découvre tout ça. En fait, on voit toutes les étapes de la vie d'Eleanor, les hauts, les bas, les difficultés d'un couple, les difficultés d'une mère, les difficultés d'une femme qui travaille, donc des années 70 à nos jours. J'ai adoré. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Très joli. Voilà, Joyce Maynard explore avec acuité ce lieu d'apprentissage sans pareil qu'est une famille et interroge jusqu'où une femme peut aller par amour des siens. J'ai adoré ce livre, je veux que tout le monde lise ce livre. Marisa elle n'est pas rentrée dedans, moi j'avoue je suis rentrée en 2 secondes. Un autre livre que j'ai adoré lire cette année, c'est Une bonne épouse indienne. Alors la couverture ne payait pas de mine, je l'ai trouvé chez ma mère, c'est ma mère qui m'a dit qu'il était vraiment sympa, de Anne Chérian. Et pareil, je l'ai lu je pense en 3 jours quoi. J'ai adoré ce livre qui permet de voir les liens d'amour dans une autre société que la nôtre, dans une autre culture que la nôtre, et donc tout simplement
c'est le mariage arrangé de deux Indiens. Une Indienne qui vit en Inde, qui n'est jamais allée en Amérique, et un Indien qui vit aux États-Unis, qui se marie du coup avec elle dans un mariage arrangé. Et donc elle doit déménager aux États-Unis et un peu ce côté choc culturel, ce choc amoureux aussi que de vivre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas finalement. J'ai adoré parce que j'aime beaucoup ce pan culturel. J'ai tellement aimé qu'il m'a donné envie de regarder la série Mes Premières Fois, qui est plutôt une série teenager, mais avec ce rapport entre les Indiens d'Inde et les Indiens qui sont aux États-Unis. Ouais, ces cultures complètement différentes. J'ai adoré cette série Mes Premières Fois. Et surtout, j'ai adoré l'émission Netflix Indian Matchmaker, qui m'a fait beaucoup penser à ça, puisque c'est une émission qui montre en fait des mariages arrangés, des rencontres arrangées par la famille avec des Indiens des États-Unis qui décident finalement de se marier, qui n'arrivent pas à trouver l'amour comme ça, de façon naturelle, et donc ils décident de faire appel à une marieuse indienne. Et ça, franchement, cette émission Netflix, mais je l'ai adorée. Je pense qu'il y a 3 saisons, ou 2 saisons, je sais plus. Moi, j'ai tout regardé. Vraiment, entrer dans la culture complètement différente de la nôtre, mais moi, ça, c'est passion. Passion, passion. Et tout ça grâce à ce livre que j'ai adoré. Un autre livre que j'ai adoré cette année, c'est Dans la forêt des larmes, je ne sais plus de qui, Dans la forêt des larmes de Glendy Vendara. Donc c'est une d'entre vous qui m'a envoyé le livre en PDF, donc je l'ai mis sur ma liseuse. Je l'ai lu pendant nos petites vacances là, les vacances d'octobre là, quand nous étions à Biscarrosse. Je pense que je l'ai lu en 3 jours. C'est ça le problème avec la liseuse, c'est quand on a une liseuse, on peut lire partout. Un livre, il faut tourner les pages, il faut l'emporter, enfin c'est plus difficile à emporter on va dire, qu'une liseuse, on peut lire partout, partout, partout. Et donc moi je lisais tout le temps, partout. J'ai adoré ce livre qui est un genre, c'est vrai, qui est très populaire aujourd'hui, qu'on appelle le nature writing. Donc c'est vraiment ces romans qui sont une ode à la nature. On a eu ça avec par exemple Betty de Tiffany McDaniel, que moi j'ai pas trop aimé, je l'ai, mais je l'ai pas trouvé incroyable. Je sais qu'il a été adoré par plein de gens. Et également Le Chant des écrevisses, Là où chantaient les écrevisses, un truc comme ça. Que tout le monde a adoré, Marisa a adoré. Moi personnellement je l'ai lu aussi cette année, je l'ai pas, enfin ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, pas du tout. En revanche Dans la forêt des larmes, j'ai adoré ce roman, donc qui est un roman qui parle du coup de nature bien sûr, de résilience, de pardon. C'est donc l'histoire de Ellis, une maman qui découvre que son conjoint lui est infidèle, que son mari lui est infidèle, et qui va se réfugier dans la forêt, là où elle a l'habitude d'aller quand elle ne va pas bien, avec ses 2 enfants. Elle est tellement bouleversée d'apprendre que son conjoint lui est infidèle, que en mettant ses enfants dans la voiture, elle oublie un de ses enfants dans la forêt. Le temps qu'elle reprenne ses esprits et qu'elle fasse demi-tour, l'enfant, cette petite fille, a disparu. Donc on suit 2 histoires en fait en parallèle tout au long du livre, sur pareil, encore une fois, plusieurs années. Et ça c'est vraiment tout ce que j'aime, je le dis à chaque fois. On suit l'histoire de cette mère qui rentre chez elle avec un seul enfant. Et on va suivre un peu ce choc que c'est pour elle, pour sa famille, comment elle va le vivre, de se retrouver avec un seul enfant. Et également, on va suivre, en fait on tourne les pages, il y a elle et il y a également sa fille, où on va voir comment cette fille grandit dans la forêt. Je peux pas vous en dire plus, ce serait spoilé. Mais alors, moi j'adorais finir un chapitre de la maman et comment elle vit cette tristesse, et en même temps lire cette fille qui était bébé et qui se retrouve au fur et à mesure grandir, 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 et qu'est-ce qu'elle devient. Ce livre est gigantesque. Encore une fois, résilience, pardon, la forêt, la nature, etc. etc., etc. C'est une pépite. Ce livre est une pépite. Vraiment, merci à toi de me l'avoir envoyé, parce que ça a été vraiment une très 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 belle découverte, qui est sortie d'ailleurs, il me semble, en 2023. Hein, donc c'est un livre quand même très récent. Et il y en aurait d'autres, mais le dernier qui est... Enfin, le dernier, il y en aurait tellement... il y en aurait quand même encore peut-être 2-3 autres. Mais je ne pourrais pas arrêter cette vidéo sans parler de Ken Follett. Il ne le sait pas, mais c'est l'amour de ma vie. J'aime énormément cet auteur, j'en ai beaucoup parlé. J'ai été tellement fan de cet auteur à l'époque quand j'étais plus jeune, avec la série des Piliers de la Terre.
Donc c'est vraiment pour le coup un livre historique. Les Pieds de la Terre, incroyable, génialissime, gigantesque, merveilleux. C'est des livres aussi toujours très gros, hein, qui font 800 pages. Mais moi je les dévore en quelques jours, tellement je rentre tellement à fond dans cette époque. Et les Pieds de la Terre, on est vraiment, je me souviens plus, hein, mais peut-être au 11e, 12e siècle, dans la construction d'une cathédrale. Donc on suit finalement un village qui s'appelle Kingsbridge, et on suit plein de personnages dans cette construction, les bâtisseurs de cathédrales en fait, dans la construction de la cathédrale. Et là, on est toujours dans le village de Kingsbridge, mais c'est la fin du 18e siècle cette fois-ci, donc c'est pas la suite, hein, des Pieds de la Terre, pas du tout. Et on est plutôt dans l'époque de Napoléon Bonaparte. Et encore une fois, on suit la vie des habitants de ce village, et qui n'est plus dans l'univers de la cathédrale, mais on est dans l'univers des ateliers de confection. Comment on dit ça déjà? Une fileuse, comment on dit ça? Les ateliers de confection, les ateliers de couture, enfin de... Mais attendez, je me souviens plus. Je sais plus le terme, j'arrive plus à le retrouver, mais c'est ça, c'est les ateliers de confection. On a quitté la cathédrale pour arriver dans un autre domaine très important de cette époque-là, qui est finalement les métiers de la laine, les métiers à tisser, qui créent énormément de richesses et aussi de pauvreté pour les tisserands. J'aime. De toute façon, je suis pas sûre que je sois objective, parce que je pense que tout ce que Ken Follett écrit d'historique, je trouve ça fascinant de plonger dans une époque qu'on ne connaît pas. Les détails historiques sont juste incroyables. Je suis toujours très admirative, moi, de me dire que au-delà d'être un écrivain, il faut quand même des années de recherche pour arriver à ce que tout soit historiquement réel. Et ça, moi ça me fascine. Ça me fascine. Vraiment, j'aimerais parfois rencontrer ces gens-là pour leur dire, mais comment vous faites? Comment vous faites pour écrire autant sur une période qu'on ne connaît pas? À part, voilà, il faut aller dans les bibliothèques, il faut se renseigner. C'est pas genre, j'écris un livre d'aujourd'hui, ou... C'est pas pareil, vraiment, ouais. Ken Follett, de toute façon, c'est un de mes auteurs préférés. Et quand j'ai vu qu'il a sorti ce livre-là, je l'ai vu à la librairie il y a quelques mois, là, j'ai sauté dessus. C'est pas donné, hein. C'est quand même 26 €, 25,90 €. Mais pour Ken Follett, je mettrai toujours 26 €. Toujours. Je les veux chez moi, en fait. Je les veux pas à la médiathèque. Donc vraiment magnifique. Je pense que c'est vraiment les livres que j'ai le plus aimés. Mais ensuite, c'est vrai que je vous en avais parlé, mais j'avais adoré aussi Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Mais est-ce que j'en parlerai au monde entier? Non, mais j'ai bien aimé l'histoire. J'ai adoré aussi relire tous les tomes de La Bicyclette Bleue de Régine Desforges que j'avais lu quand j'étais jeune. J'ai beaucoup aimé, je les ai tous relus. Les Lendemains de Melissa d'Acosta qu'on a lu ensemble en book club, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et la saga des Casalets que je lis également en ce moment, que j'aime énormément. Est-ce que pour le moment je serai de celle qui va dire il faut absolument le lire? Je ne sais pas, mais j'ai fini l'été anglais et maintenant je suis sur le tome 2. J'ai beaucoup aimé aussi, j'aime beaucoup. Mais ceux que je vous ai cités juste avant, pour moi c'est ceux que j'ai pris un plaisir monstre à lire et que j'ai envie que tout le monde lise. Ensuite, pour tout ce qui est roman graphique, qu'est-ce que je vais vous dire? Celui que j'ai vraiment le plus aimé et qui va me manquer, et c'est dur pour moi maintenant de lire d'autres romans graphiques parce que c'est dur de trouver quelque chose à sa hauteur, c'est bien évidemment L'Arabe du futur de Riyad Sattouf, que j'ai adoré. Adoré, mais j'en ai tellement parlé que je sais pas pourquoi je reparlerai encore maintenant. Mais ce que j'ai découvert avec les romans graphiques, c'est qu'en fait, ce que j'aime dans les romans graphiques aujourd'hui, c'est la part biographie, autobiographie. Je suis pas très fan, j'en ai lu quand même beaucoup des romans graphiques cette année, mais moi les histoires comme ça, les petites histoires, enfin, ça m'intéresse pas trop. Moi ça ne m'inspire aucune émotion. Ça ne me procure aucune émotion. En fait, je les lis et limite, je sais même plus après de quoi parle l'histoire. En revanche, les autobiographies, les biographies, passion,
Riyad Sattouf, c'est une autobiographie qu'il a écrite avec l'Arabe du futur en plusieurs tomes, en 5 tomes je crois, où en fait on suit son enfance jusqu'à son âge là maintenant adulte dans une famille multiculturelle avec une maman française bretonne et avec un papa syrien. Donc on le suit à la fois en Bretagne, à la fois en Syrie, avec les problèmes politiques qu'il y a derrière, les problèmes culturels qu'il y a dans une famille multiculturelle justement, les problèmes de couple que ça engendre aussi, et lui, en tant qu'enfant, comment il voit cette double culture. Merveilleux. Et une autodérision, mais alors moi je trouve que c'est incroyable de pouvoir avoir ce don que de rire de soi, à ce point-là. C'est un livre qui est émouvant, touchant, drôle, très bien écrit, très bien dessiné, vraiment, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Il faut le lire. Le deuxième roman graphique que j'ai tellement aimé, je l'ai pris à Médiathèque, je l'ai tellement aimé que je l'ai pris immédiatement sur Vinted quand je l'ai terminé. C'est celui-là, Mauvais genre, qui est également une biographie, mais de toute façon rien qu'en parler, moi ça m'émeut énormément. J'ai énormément aimé ce livre, vraiment, rien que le revoir ça me donne des frissons. Et c'est l'histoire vraie de Paul et de Louise, donc là on voit derrière, pendant la Première Guerre mondiale. Paul doit partir dans les tranchées comme tous les hommes valides à cette époque. Il ne supporte pas cette vie dans les tranchées et décide de déserter et de rentrer dans son village. Sauf que c'est un déserteur, donc il pourrait être tué pour avoir déserté. Et donc avec la complicité de sa femme, pour pouvoir survivre ces années de guerre tout en sortant à l'extérieur, il décide de devenir une femme. Et donc de devenir finalement la meilleure amie de sa femme, ce qui lui permet de sortir, de vivre, etc. Et il va faire ça tout au long de la Première Guerre mondiale. Tellement émouvant que je pense qu'à chaque fois que je le vois, j'ai les larmes qui me montent aux yeux tellement moi ça a été une BD qui m'a bouleversée, mais bouleversée. Après j'ai dû lire tous les articles qui parlaient de ce couple. Histoire vraie, hein. Histoire vraie. Magnifique, Mauvais genre de Chloé Cruchaudet. Une pépite que j'ai maintenant dans ma bibliothèque. Je l'aime tellement, je l'aime tellement, je l'aime tellement. Bien évidemment, les romans graphiques que j'ai adoré cette année, c'est de me replonger dans les Aya de Yopougon, que je lisais quand j'étais jeune, parce que nous avons vécu avec toute ma famille en Côte d'Ivoire. On a adoré quand c'est sorti à l'époque, on était même allé le voir au cinéma parce qu'il était sorti au cinéma, je sais plus en quelle année. On avait adoré cette série quoi, il y en a plusieurs tomes. Et j'avoue que quand je me suis remise dans la BD, je me suis remise dans les Aya de Yopougon qui sont à la Médiathèque. Donc j'ai kiffé et j'en ai tellement parlé, je pense que j'ai saoulé tout le monde avec ça, que Karine, ma grande sœur, m'a offert 2 tomes. Le 2 et le 3. Ou 3, je sais plus, non je pense que j'ai 2 tomes. Et le reste est à la Médiathèque, mais je pense qu'au fur et à mesure je me les achèterai pour avoir toute la collection. Aya du Pougon finalement c'est l'histoire de Aya. Pendant tous les tomes, on suit Aya, une jeune ivoirienne qui vit dans un village et on voit en fait sa vie de jeune femme en fait, avec ses copines, les histoires d'amour, mais en Côte d'Ivoire quoi. Et vraiment replonger dans l'univers ivoirien, c'est un pur bonheur, c'est drôle, c'est touchant, c'est très bien écrit, c'est très bien dessiné. Moi je suis archi fan de Aya de Yopougon et j'ai mis ma fille aussi dans les BD, pas avec celui-là parce que ce serait pas facile pour elle de comprendre, mais avec toute la série Akissi qui ressemble un petit peu à Aya mais pour les enfants. Et également une BD que j'ai adorée cette année, que j'ai pris à la Médiathèque, c'est Madeleine Résistance. Alors c'est Madeleine Résistante de Madeleine Riffaut. C'est une autobiographie, encore une fois, où on suit la vie de Madeleine pendant la Deuxième Guerre mondiale en tant que résistante. Et c'est elle-même qui raconte son histoire. Et il y a donc un auteur et un dessinateur qui retranscrivent son histoire. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle elle a beaucoup parlé, elle est assez connue, elle a quand même beaucoup parlé de son histoire dans les médias. Et quand un ami lui a proposé d'en faire un roman graphique, elle a refusé catégoriquement, un peu de façon hautaine, un peu comme moi quand on me parlait de BD à l'époque, en disant mais les BD c'est pour les enfants et moi mon histoire quelque part
vaut un peu mieux que ça, en gros. Elle doit être écoutée par tout le monde et pas que par les enfants. Et on lui a dit mais non, justement, en s'adressant à la BD, on s'adresse à beaucoup plus de monde qu'en écrivant par exemple une autobiographie. Et c'est vrai que c'est une très très belle BD qui retrace vraiment un événement historique qui est la Deuxième Guerre mondiale, la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, à travers une BD. Moi je trouve ça juste incroyable. Le tome 2 est sorti, je suis passée devant la librairie l'autre fois et j'ai vu le tome 2 en vitrine, donc je vais le prendre avec grand plaisir. Voilà, je sais pas combien je vous en ai présenté, mais je pense que j'en ai présenté 10 là quand même. Je compte 8, 9, 10. Oui, je suis à 10 et j'ai déjà beaucoup parlé, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mais en même temps, je pourrais parler lecture toute la journée. Parce que voilà, lecture. Mais vraiment, on va dire, ce qui m'a vraiment, je l'ai répété 1 milliard de fois dans cette vidéo, mais ce qui m'a le plus marqué cette année, ce sont vraiment ces lectures. Et quand je les vois, quand j'en reparle, ça m'émeut parce que ça me rappelle les émotions que j'ai eues quand j'ai lu chacun de ces livres. Dites-moi s'il y en a certains que vous avez lu, ce que vous avez pensé, et donnez-moi vous votre top 3 de lecture cette année, parce que j'aimerais bien lire des livres que je ne connais pas et que vous m'aurez conseillé, ce serait chouette. Donc j'attends vos top 3 de 2023, que ce soit en roman ou en roman graphique aussi bien évidemment. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. En attendant, à plus. So until then